Alors, je crois que c'est... Ça doit être ça. Vous l'avez? Oui. Ouais. Oui. Painting en glace. Ouais. Ouais. Je augmente un peu le son de mon micro. Je crois qu'il était un peu baissé. Marlou, t'es là? Oui, je suis là. Coucou. Salut. Il y a qui d'autre qui nous a rejoint entre-temps? Ah, moi? C'est qui, moi? Annick. Moi, c'est Annick. Annick. Salut Annick. Vous étonnez pas, à 19h30, je vous quitte parce que je repasse sur un autre Zoom. D'accord. On est débordés. C'est Oui, quoi? bah écoute, je viens d'avoir. Vous connaissez Youl? Oui. Bon, et elle vient de m'appeler justement pour me proposer quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec la mosaïque. Et elle me dit qu'elle est débordée. Elle dit on est confiné et débordé. Ouais. Les journées passent trop vite parce qu'on a envie de faire tellement de choses que bah voilà. En fait, la vie est beaucoup plus intéressante et passionnante qu'avant le confinement. Ah bah oui, moi je me cultive. Hein. Et qu'est-ce qu'elle te propose du coup? Ah bah bon, vous connaissez mes liens avec la Palestine. Palestine, oui. Et donc c'est une conférence sur Zoom. Par Zoom plutôt. Par Zoom oui, sur la Palestine. Mais D'accord. c'est en anglais, tout est en anglais. Donc je vais essayer de t'accrocher. De m'accrocher. Très dur. De toute façon, quand tu vas là-bas, tu parles quelle langue? En anglais. Ah bah oui, voilà. Ouais. Bah, j'essaye de faire de l'arabe. Là, depuis 3 jours, je m'y mets parce que j'avais abandonné depuis 2 mois et je m'y mets tous les matins. D'accord. Oui, j'ai vu sur ton agenda que tu avais un joli agenda où tu mets les, tu sais, oui. tu as publié là. Donc j'ai vu qu'effectivement, j'ai reconnu qu'il y avait de l'arabe. J'ai dit tiens, peut-être qu'elle prend des cours d'arabe. Oui. Non, puis en plus, c'est vachement bien parce que la nana qui donne les cours, c'est une Syrienne. Donc, elle m'envoie par SMS des questions, des trucs comme ça. Et après, moi, je le fais. Je lui renvoie par SMS aussi. Et puis, on aurait pu faire ça par Zoom, mais je ne peux pas lui demander ça. Dis donc, voilà. Tu me fais penser à quelque chose. Ça fait un certain temps que je cherche ou des graines ou des plants de ce qu'on appelle le thym syrien ou le thym palestinien. Ils font une préparation. Alors, c'est pas du thym en fait, hein, c'est une autre plante. Remarque, c'est peut-être de la famille du thym, je sais pas. Tu vois de quoi je parle? Bah, écoute, ils font beaucoup de thé. C'est pas avec du thym, c'est avec de la sauge. Non, c'est pas ça. Ah bon. Ils en font un condiment pour les plats plutôt salés. Ah oui, c'est du za'atar. Za'atar, voilà, c'est ça. T'en veux? J'en ai plein. Ah! Tu veux dire pas séché, une plante vivace? Ah non, j'ai pas la plante vivace. Moi, il est déjà tout prêt. Je vais l'acheter sur place. Bah, j'imagine. Ah bah écoute, je peux me renseigner. Parce que j'en avais acheté. Parce qu'à l'ODEV, on avait le Festival des vols à la Méditerranée qui s'est expatrié à Sète. Et donc, on avait il y avait des petits stands à chaque fois, tous les ans. Et tous les ans, on achetait du za'atar. Mais ça tourne en fait quand même. Hein, ça ne se garde pas non plus ad vitam. Et donc, je me suis dit, je voudrais le planter. Tu vois, je veux dire, si on est autour de la Méditerranée, ça pousse en Palestine, ça poussera ici. Hein. Il n'y a pas de raison. Et en fait, j'en trouve pas. Je trouve pas de graines, je trouve pas de plants, je trouve pas de. Alors, écoute, je vais poser la question. Oh, ça serait trop super. Mais le za'atar, c'est un mélange d'épices, c'est pas une seule épice, c'est un mélange. Le mélange, il y a du thym, il y a des graines de sésame. Des graines de sésame, voilà. Puis celui que j'ai là en ce moment, il est super bon, il est frais. On l'a acheté l'année dernière. Et bon, j'en mets dans le fromage blanc et là avec de l'huile d'olive, de la beurre. Bon, c'est bon. Et tu touilles avec le pain. Bon, c'est cours de cuisine. Hein. Tu vois, par association d'idées. Donc, ça serait. Ah, je serais vraiment. Là, tu vois, je vais demander. Je suis contente, hein, parce que c'est pas. Ok, bah je vais mettre ça sur mon programme pour demain. Merci. Je vais appeler la copine. Ouais, c'est génial. Ok. Bon. Et bah, écoute, Pascal, on te passe la main. Bon, excuse-moi, Pascal. Hein. Non, il n'y a pas de mal du tout. Oh là là, je ne m'attendais pas du tout à être appelé à vous parler de ça ce soir. J'avais juste envoyé un mail à Véronique pour qu'elle vous voie un peu si ça pouvait intéresser le groupe.
comme je vous connais pas toutes très bien, je vois pas. Ah bon, j'ai bien compris qu'on a des belles conversations sur toutes les formes d'art plastique. Et j'avais pensé l'autre jour, je m'étais dit, tiens, ça serait peut-être bien de parler de Mathilda de Carpentry, donc qui est quelqu'un que j'ai connu en 80, c'est pas tout récent, hein, au Maroc, qui était, comme j'expliquais à Véronique, qui était à l'époque, c'était Miss France, et elle avait été invitée au Maroc à passer un peu de temps. J'avais fait sa connaissance là. Après, je l'avais retrouvée à Paris, et puis on s'est perdu de vue. Et il y a une dizaine d'années, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle devient? Donc, je me suis mis à la chercher. J'avais encore son adresse à Paris, où j'étais allé passer quelques jours en rentrant d'une saison au Maroc. Et puis, je l'ai retrouvée grâce à Facebook. On a retissé des liens, elle est venue me voir et elle m'a présenté, elle m'a dit, voilà, maintenant, moi, je suis artiste. Donc, l'autre jour, je parlais des artistes cotés. Voilà encore une artiste cotée au niveau international. Elle fait de la peinture sous verre. Alors, on peut aller sur l'onglet technique, si tu veux bien. Ouais, je fais un petit coucou à Nico qui apparemment nous a rejoint depuis. Bon anniversaire, Nico. Oui. Ah, anniversaire. Oui, bon anniversaire. Bon anniversaire. Apparemment, il a été bon. Tu as eu un joli cadeau hier. Ouais, tu m'étonnes. Ah, il y a eu un cheval? Ouais. Oui. Une fille, hein. Une fille, j'ai Une fille. Ouais. C'est classe. Par une Apparemment, photo. Nico, ton micro, on n'a pas de son de toi. Bon, c'est pas grave. On verra plus tard. J'espère que tu nous entends. Donc là, je l'ai mis sur l'onglet technique. D'accord. Donc, on peut rester un peu sur cette image-là. Après, est-ce qu'on peut passer la vidéo TV qui prend 5 minutes? Donc, on voit bien là, en fait, son travail consiste à… Vous voyez, elle a dans la main droite un pinceau. Ouais. Et elle passe sa main derrière le verre. D'ailleurs, elle en est aujourd'hui complètement déformée de la colonne vertébrale, des épaules et de la main, parce qu'elle a eu, c'est une déformation professionnelle de son art en fait, et parce que ça demande des contorsions spéciales. Là, elle n'est pas loin du bord, mais quand il faut aller peindre au milieu, ça demande des positions un peu qui sont anti-anatomiques, je dirais. Et en fait, elle commence… alors, d'abord que je vous dise, quand elle m'a présenté son travail, je n'ai pas du tout accroché. Pour les thèmes qui sont le monde médiéval, la religion, le monde oriental, les couleurs qui sont assez flash, quoi, hein, et qui rappellent beaucoup les enluminures. Et puis, bon, voilà, pour moi, ça me semblait un peu baroque. Et quand elle m'a expliqué comment elle travaillait, le temps que ça prenait, le temps qu'elle avait, les années qu'elle avait mis pour retrouver cette technique ancienne, hein, qui date plus ou moins du Moyen-Âge, ça m'a interpellé. Et là, j'ai vu les choses autrement. Et donc là, le but du jeu est de peindre. Donc, il y a un cheminement intellectuel, c'est-à-dire qu'il faut peindre d'abord les détails. Sur un gros plan de visage, elle va d'abord peindre, par exemple, l'éclat qu'il y a dans l'œil. Il n'y a pas de prédessin. Elle ne prédessine pas le motif. Elle le crée au fur et à mesure de son travail. C'est-à-dire qu'elle intellectualise son travail avant, et c'est un premier travail de concentration, de méditation sur le thème. Elle s'inspire de documents anciens, d'œuvres d'art qui ont été réalisées dans le passé. Et donc, avant de commencer son œuvre, elle a quasiment exactement en tête ce qu'elle va faire au moindre détail, dans le moindre détail, c'est-à-dire que comme elle est obligée de commencer par les détails et qu'elle finit par le fond, elle ne peut pas revenir sur un détail une fois que l'œuvre est terminée. C'est fini. Donc, s'il y a une erreur d'interprétation, de positionnement,
c'est foutu. Son tableau est mort. Donc, elle travaille sur des plaques de verre. On voit là sur le côté un peu l'évolution du travail. On peut mettre donc la vidéo, si vous voulez bien, où elle explique elle-même. C'est une très mauvaise interview, mais elle donne une idée de son travail. Okay. Nous sommes à la salle Portal à la mairie annexe de Sainte-Maxime pour rendre visite. Vous entendez? Très peu. Pas très bien. Qui vous est proposé par Mathilda de Carpentier. Alors, je suis à fond. Bon, ben, c'est pas grave. Mathilda, bonjour. Ah, mieux. Mathilda, tout d'abord, présentez-vous. Eh bien, je suis artiste peintre. Je peins depuis 25 ans. Bon, c'est pas de bonne qualité. On entend quand même, on entend. Moi, j'entends. Hein. Vous entendez Oui, ou pas? Oui, on entend. Si, on entend quand même un peu. Hein. Ah ouais, il faut que j'enlève les oreillettes parce que c'est à fond, c'est trop fort pour moi. Ouais. Donc je remets, c'est bon alors, c'est assez. Ok. Ok. En couche de peinture et je commence par les détails et les finitions et je termine par le fond. Alors mes sources d'inspiration viennent de toute l'iconographie médiévale que je puis compulser, de la France à la Chine, du 10e, 12e jusqu'au 16e siècle. Alors, vous pouvez nous dire que vous peignez sur le verre. Je peins derrière le verre. Derrière, c'est-à-dire à l'envers? À l'envers de ce verre. Donc les peintures sont au fait peintes sur le verre. Voilà, et les peintures sont appliquées directement derrière la plaque de verre. Il s'agit de peinture à l'huile. Les dorures sont faites avec de la paille. Voilà. Alors, dans quelle catégorie peut-on classer vos peintures? Dans la catégorie tout simplement de la peinture sous verre. C'est tout. Il n'y a pas une catégorie futuriste ou moyenâgeuse? Moyenâgeuse, si je faisais de l'enluminure sur parchemin, ça serait très moyenâgeux. Mais là, le thème est médiéval. Mais la peinture est appliquée derrière le verre et ça change quand même beaucoup les tableaux. Alors, toutes ces peintures qui sont en exposition ici, comment vous procédez pour les couleurs? Parce qu'elles sont douces et elles sont chaleureuses en même temps. Eh bien, c'est la peinture à l'huile que j'arrive à diluer subtilement de manière à faire des glacis, des modelés et faire quelque chose d'assez fin. Je travaille pratiquement au 10e de millimètre pour les contours. Parce qu'il faut des bons yeux pour peindre ce que vous peignez. Effectivement, il faut des bons yeux, mais parfois j'ai l'aide d'une loupe pour y arriver. Et tout se fait au pinceau? Tout se fait au pinceau. Il n'y a aucun procédé magique, aucun procédé mécanique. C'est fait, je dirais presque laborieusement, au petit pinceau double zéro pour les contours. Et puis évidemment avec des pinceaux plus épais pour continuer le tableau. Alors à travers les rues de Sainte-Maxime, il y a une affiche qui se trouve dans les panneaux publicitaires qui a pour thème le prince et le faucon. Quand vous peignez, ça met combien de temps? C'est un luxe de temps. C'est un luxe de temps. C'est très très long. Il faut compter le temps de travail effectif, qui est lui-même très long, évidemment le temps de la réflexion, puisqu'il faut porter en soi le tableau achevé pour commencer par la fin de ce dernier. Donc c'est très très long. Il faut compter 1 mois pour un tout petit tableau. Alors, vous travaillez un petit peu comme les imprimeurs. C'est-à-dire que les imprimeurs lisent à l'envers. Donc vous peignez à l'envers. Je peins à l'envers avec un système mental inversé qui consiste à commencer par les finitions, les détails, voire... Remarquez aussi les encadrements. Ouais. Avant de former l'œil, tout est inversé et le fond est appliqué en dernier. Et en ce qui concerne la dorure, comment faites-vous? Eh bien, la dorure, il s'agit de paillettes d'or 24 carats qui sont liées avec un vernis et posées au petit pinceau. Vos peintures, oui, valent beaucoup, puisque c'est de l'or. Oui, mais c'est pas tant l'or qui fait le travail, étant donné que le prix, je veux dire, le cadre coûte près de 400 € le cadre, alors la dorure finalement n'est pas si chère. Ce qui est cher, qui finit par être cher, c'est tout le temps que je passe pour faire ce tableau, ainsi que mes 30 ans d'expérience et ma valeur sur le marché de l'art. C'est ça. Et donc, cette peinture que l'on voit à travers les rues de Sainte-Maxime, ça a mis combien de temps pour la faire, le prince et le faucon? Il faut compter 3 mois. 3 mois.
Et l'idée vous vient? Eh bien, l'idée me vient de toute l'iconographie médiévale que je compulse inlassablement depuis des dizaines d'années. Et ainsi, je restitue à ma manière, avec mes couleurs, avec mon verre, je restitue ce Moyen-Âge si merveilleux. Vous inventez des scènes? Bien sûr, tout est réactualisé, tout est réinterprété, et pour finir par être une interprétation, un tableau très personnel. On peut vous voir et voir votre exposition à Sainte-Maxime, dans la mairie annexe, de quand? Jusqu'au 28 novembre. Et après? Et ensuite, quelques tableaux vont partir au musée des Beaux-Arts de Chartres pour une très grande exposition concernant la peinture sous verre du 18e à nos jours. Il y aura 3 artistes contemporains, dont moi, dont je suis très fière. Et puis, je crois qu'on peut vous voir également sur votre site. On peut me voir sur mon site pour connaître l'actualité de mes expositions. Et on peut aussi venir à mon atelier du Lavandou sur rendez-vous. Ah, vous êtes donc un enfant du pays? Pas vraiment. Je suis un enfant d'adoption du pays parce que je viens de Paris et j'ai choisi le Var pour m'installer avec cette belle lumière, cette belle nature. Ça m'incite à travailler encore plus. Ça vous inspire aussi? C'est la lumière qui est mon moteur. Hein. Et ici, on est gâté. Ici, on est gâté. J'ai beaucoup de chance. Écoutez, Mathilda de Carpentier, Carpentry, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et puis, je rappelle donc que cette exposition se trouve à la mairie annexe, à l'ancienne mairie de Sainte-Maxime, jusqu'au 28 novembre. Voilà, c'est ça. Place Pasteur. Merci beaucoup. Et puis, j'espère vous revoir pour une autre exposition, peut-être. Peut-être. Le caméraman, il a un peu Parkinson, hein, quand même. Non, c'est vraiment une très mauvaise interview, mais bon, elle a le mérite de la voir expliquer comment est sa technique, quoi. Après, on peut aller sur l'onglet. Alors, il y a 2 autres onglets sur la page d'accueil. La petite, voilà, page d'accueil. Alors, il y a le diaporama. Tout en bas, le dernier bouton. Ouais. Voilà, là, ça défile. Alors, on peut arrêter quand vous voulez. Alors, tu disais que elle était athée, enfin qu'elle est athée. Ah oui, alors ça, c'est l'anecdote. Hein. Mais si un jour vous la rencontrez, lui dites pas que je vous ai balancé ça. En fait, elle a dans sa clientèle le Vatican, du haut clergé, des gens qui l'Église achète des œuvres d'art pour avoir un fonds d'art avec des thèmes de religion, et aussi des princes arabes qui adorent son traitement des scènes du Coran ou des scènes antiques du monde arabe. Mais elle est athée, donc elle dit qu'à chaque fois, c'est difficile pour elle de traiter avec ces gens-là parce que quand ils commencent à lui parler de religion, elle se sent bouillir à l'intérieur. Elle est obligée de jouer le jeu en fait presque de la bigote qui fait ça avec beaucoup de foi en fait. Elle les trompe un peu quoi. Mais ça n'empêche pas. Voilà. Le diaporama, il va tellement vite que vite qu'on ne voit pas, ouais. Pas le temps de voir tu peux l'arrêter. Il y a une pause en haut. Ah ouais. Voilà. Non, des fois, c'est on n'a pas le temps de rien voir. Voilà, alors le site n'est pas terrible, je t'avais dit. C'est pour ça que c'était bien peut-être de le voir avant. Le site n'est pas terrible. Alors, ça, il faut savoir que ce n'est pas grand, quoi. On n'a pas affaire à des tableaux très grands. On peut avoir, un moment, on peut voir leur dimension, mais vous avez vu tout à l'heure quand elle parle, derrière il y a ces tableaux qui défilent. Les plus grands peut-être sont du A4 quoi. Donc ça vous donne une idée de la taille des détails et de son travail à propos des détails.
Et c'est alors bon là il y a des scènes, mais moi j'aime beaucoup son travail sur le monde arabe. Alors où est-ce qu'on peut le voir justement, parce qu'il ne s'est pas classé par thème. Non, alors il y a un autre endroit où c'est classé par thème. Ah. Peut-être on voit à la page d'accueil technique. On retourne dans technique. Non, il n'y a rien d'autre là. Non, non. Alors, j'avais vu ça tout à l'heure. Bah regarde, là, sur la page d'accueil, Occident-Orient. Voilà, bah oui, on peut aller là déjà. Ouais. Ouais, savoir si on peut zoomer. Alors, il y a des... Voilà, super. Là, on a l'œuvre, le vert et avec l'encadrement. Donc, on a les tailles là, hein, 22, 34, 5. Oui, en effet. Et pourquoi, qu'est-ce qui nécessite cette contrainte de commencer par les détails et de finir par le fond? Parce qu'elle insiste beaucoup là-dessus et pour moi, c'est mystérieux. C'est comme si c'était une contrainte, mais je ne vois pas pourquoi. Bah parce qu'elle implique cette contrainte. Parce que si tu veux, c'est des strates de couleurs. Oui, ça fait des couches et voilà. Elle est obligée de peindre les détails après parce que voilà. En direct, mais non, justement, oui. Elle est peinte avant, ça me trouble. Moi aussi. Mais elle peint derrière, hein. Mais elle peint derrière le verre. Bah oui, c'est parce que... Elle peint derrière le verre. Donc ça semble logique, oui. Donc elle ne peut pas le faire dans l'autre sens. Hein. Elle passe sa main derrière pour peindre par l'arrière du verre. C'est-à-dire que le verre, c'est le verre est le vernis du tableau. Oui, ça y est, je vois, je comprends. Et donc, elle est obligée d'aller en arrière. Comme un peintre, si tu fais une toile, tu travailles ton fond et puis tu finis par les détails. Là, elle, c'est complètement l'inverse. Oui, ça y est, c'est bon, ça y est. Ce qui est difficile dans l'exercice, c'est que quand tu peins, si tu fais une peinture à l'huile, ou voilà, tu fais tes formes, donc tu avances petit à petit jusqu'au détail, et tu t'appuies sur des surfaces qui sont déjà existantes. Elle n'a pas de surface, elle n'a pas de pré-dessin sur ses œuvres. Oui, elle avance, voilà, et c'est ce qui est très très long, quoi. On peut pas zoomer, hein. Je peux agrandir l'image. Ouais. C'est un faux zoom, mais ça marche quand même. On dirait vraiment des œuvres anciennes, hein, des œuvres qu'on pourrait voir dans un musée, aussi par l'encadrement qu'elle choisit. Oui, en fait, ça fait souvent penser à des enluminures. Oui, tout à fait. Oui, c'est le cas en l'occurrence. Ouais. Et alors, elle a certaines œuvres. Alors bon, moi, ce que j'associerais peut-être avec la mosaïque, c'est qu'elle commence par toutes les contraintes et elle finit par le fond. Et que c'est vraiment, voilà, vous voyez un peu le détail des tissus. C'est. Bonne soirée, Annick. Salut, Annick. Merci. Et salut, à demain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Regardez l'encadrement là. Et souvent, c'est de l'écaille ou des choses comme ça. Et il y a certaines de ces œuvres, c'est pas une plaque de verre, c'est 5 plaques de verre. Parce qu'elle travaille l'image centrale et elle coupe en biseau, un peu comme ce cadre-là, qui est coupé en biseau sur les angles. Mais là, elle y mettrait du verre et elle peint ces surfaces qui représentent, en fait, elle travaille donc 5 surfaces, les 4 du tour et la surface centrale. Et après, elle doit coller ça avec une précision, je ne dirais pas d'horloger, mais il faut qu'il n'y ait rien qui déborde, quoi. Il faut que tout soit propre. Et on a quelques œuvres comme ça,
où le tour de l'œuvre, c'est du verre aussi. Ah, il y a un téléphone qui sonne. C'est le mien, excusez-moi. Bonjour à tous. Ah, ben ça y est, on t'entend, Nico. Ah, je suis. Voilà, ça c'est de l'inspiration hindoue. En fait, maintenant, elle vit l'été au Lavandou, elle travaille au Lavandou. Et pour se reposer, surtout physiquement, elle part en Inde 2-3 mois tous les ans pour respirer, se poser, méditer. Elle fait du yoga. Enfin. Et le transport de ses œuvres, c'est tout un poème, quoi. Elle m'a expliqué comment elle transportait ses œuvres pour les amener dans des expositions. Il faut absolument pas que ça casse. Il faut absolument pas qu'il y ait un pet dessus parce que c'est foutu, quoi. Ouais, ça doit être fragile, c'est sûr. Voilà, 22 par 29, là, celui-là. Alors, il y a des scènes qui sont très belles, qui sont... il y a des scènes allégoriques, il y a un bestiaire aussi, elle a un bestiaire. C'est un environnement, mais tellement différent de ce que je pourrais, même je dirais ce que je pourrais pratiquer, parce que moi, je serais incapable de faire des choses comme ça, que du coup, ça me laisse un peu pantois quand même. Ben oui, c'est surprenant. Ouais. Moi, je lui ai dit que j'ai pas été très gentil, mais je lui ai dit que même si j'avais de l'argent, j'achèterais jamais quelque chose comme ça, quoi. Et elle m'a dit textuellement, ne dis jamais ça à un artiste. Mais elle vend à des gens qui ont du pognon, quoi, et qui sont fascinés par son travail, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font de la peinture sous verre. Elle liste à un moment tous les grands peintres qui ont, depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, qui ont pratiqué la peinture sous verre. Et on en a quelques-uns, dont Gauguin. Gauguin fait de la peinture sous verre. Je ne sais plus qui d'autre au XXe siècle. Et là, pour l'instant, enfin, quand je l'ai revue il y a une dizaine d'années, elle était la seule à pratiquer ça. Et voilà, tous ces gens qui sont fascinés par le Moyen-Âge. Elle avait Dassault, Marcel Dassault, qui lui achetait tout ce qu'elle faisait qui avait un caractère guerrier. Ah ouais. Des images de tournois, des chevaliers, tout ce qui avait un truc de guerre, il achetait. Et donc, en fait, tu connais plusieurs personnes qui sont cotées. Comment on en arrive à ce point d'avoir son travail coté sur le marché de l'art? Et ben, déjà, il faut être inscrit à la Maison des artistes. Voilà, d'accord. Enfin, il y en a combien qui sont inscrits dans la Maison des artistes? Combien qui sont cotés? Oui, c'est ce que j'allais dire. Je suis à la Maison des artistes. Et après, je ne sais pas comment t'expliquer, mais en tout cas, on a sur son site, elle a écrit un bouquin qui donne toute la procédure, justement, pour devenir un artiste comme elle. Comment on arrive à participer. Alors, il y a des pas des sites, mais des endroits de référencement où tu dois payer. Ils sortent de leur poche. Hein. C'est pas... Et quand tu as fait plusieurs expositions de renom, où tu as été vu à côté d'autres artistes qui sont des artistes reconnus, où tes tableaux commencent à prendre une cote, non, et mais où tu sais que c'est ça, le truc. ne peut pas vendre en dessous.
Non, mais justement, c'est ça. Eh ben, Comment ça commence à prendre de la cote? Parce qu'une fois que c'est coté, c'est bon. Mais c'est ça. C'est comme une bourse. C'est comme une bourse dollar. C'est comme une bourse dollar. Si tu as une entreprise et que d'un coup tu veux la mettre en bourse, elle va être cotée. Ben, eux, c'est pareil. Si tu veux pas rentrer dans le système de cotation, tu restes à côté, tu vis de ton art ou pas, bien ou mal. Ça ne veut pas dire qu'elle en a toujours bien vécu aussi, hein, parce qu'il y a des moments où elle mange la poussière. Mais voilà, tu rentres dans un système de cotes et tu fais tout pour que ton travail soit coté. Et ça, c'est dans les expositions internationales. Il faut aller vers les gens, faut aller vers les collectionneurs. Les galeries aussi, non? C'est eux qui font la cote. Les galeries aussi, non? En grande partie. Pardon? Les galeries? Oui, les galeries. C'est ça, oui, les expositions, les galeries d'art. Et donc, voilà. Mais elle a un bouquin qu'elle a écrit. Je voulais vous en parler en tout dernier parce que c'est intéressant de savoir comment on peut arriver à devenir un artiste reconnu, connu, coté. Tu vois, moi, tu faisais le parallèle avec la bourse. Ça me semble plus facile de mettre une entreprise en bourse que d'avoir son travail d'artiste côté le marché de l'art, parce qu'il y a une logique. Ouais. Il y a une logique sur la bourse. Je veux dire, dès que tu as besoin de capitaux ou pour investir dans ta boîte et que ton entourage ne suffit plus, tu fais appel aux gens de l'extérieur et à ce moment-là, ils achètent des parts de ton entreprise. Enfin voilà, il y a une logique, c'est une logique. Mais le marché de l'art, pour moi, c'est pas logique. Le marché de l'art, moi, je ne le connais pas particulièrement. Tout ce que je t'en dis, c'est ce qu'on m'en a expliqué de l'autre jour. On parlait du mosaïste de Montpellier, d'elle aussi qui m'avait expliqué ça. Mais bon, voilà, elle a joué des coudes, il faut se montrer, il faut… Oui, il faut jouer des coudes, il faut avoir du relationnel, beaucoup. Il faut avoir du relationnel, exactement. Des gens qui ont de l'argent. Intégrer le milieu des collectionneurs d'art. Si tu les infiltres pas, si tu vas pas vers eux, si tu joues pas des coudes pour aller vers eux et leur dire je suis le meilleur, je suis la meilleure, ben, tu restes avec ton travail. C'est pas pour autant que tu es mauvais ou mauvaise, mais voilà, il y a un travail à faire là-dessus et qu'elle a fait elle, que font beaucoup d'artistes une fois qu'ils commencent à être cotés. Et puis, pour beaucoup de gens, c'est de l'investissement, l'art. Ils achètent de l'art comme ils peuvent acheter des actions en bourse. Oui, tout à fait. Parce qu'ils savent que si un jour ils ont besoin de construire une maison, ils vendent un tableau, quoi. Ouais, non, mais attends, ils investissent dans le un tableau, travail qui a un potentiel de prendre de la valeur. Sinon, et après, il n'y a pas de potentiel de prendre de la valeur, il n'y a pas de raison qu'ils investissent sur ton travail. Même s'il est de meilleure qualité technique et artistique qu'un autre tableau qui, lui, a ce potentiel-là. Et je ne sais pas du tout comment on peut avoir une prospective, se projeter sur ce travail, ce potentiel de monter en prix, et celui-là, non. Ça, j'avoue que je sais pas. C'est la cote qui fait ça. Je ne peux pas répondre à ça parce que je ne sais pas non plus. Je pense que c'est… Alors, il y a aussi les ventes aux enchères, les ventes d'art aux enchères, où tu deviens connu par les acheteurs qui misent sur toi aussi, hein, qui misent sur ton travail, qui misent sur ton avenir. On sait très bien que y a des peintres qui n'ont jamais été cotés. On va dire le plus connu, Van Gogh n'a jamais été coté, sauf qu'il y a des collectionneurs d'art qui ont acheté ses œuvres. Ça, c'est magnifique, le faucon, là. Qui ont acheté ses œuvres, et puis une fois qu'il a eu passé l'arme à gauche, ça a commencé à prendre de la valeur. Le cadre, c'est de la marqueterie syrienne. C'est des incrustations de nacre, Chaque fois, il y a des cadres haut de gamme, quoi. Hein.
Oui, chaque fois, elle s'évertue à... Elle vend jamais son tableau sans l'encadrement. Alors voilà, là, celui-là, si on peut dézoomer, le tour, c'est du vert aussi. Voilà. Donc là, c'est pas coupé en biseau, c'est des coupes droites. On voit hein, les traits. Il y a les deux hauteurs, deux petites largeurs, comme un encadrement, et c'est du vert. Donc c'est du vert collé. Et l'effet qu'il y a là, c'est un travail aussi sur presque un trompe-l'œil en fait. Hein. C'est pas, c'est sur tous et sur le même plan, il n'y a pas un renfoncement là. Et 5 plaques de verre assemblées. Et l'encadrement doré au centre, c'est juste qu'elle a joué sur comme s'il y avait des ombres pour faire penser que le motif principal est un peu en renfoncement par rapport à l'encadrement. Elle a précisé huile sous verre. Oui, c'est de l'huile, oui. C'est pas à l'huile alors. Ok. Oui. Et bien sûr, elle est obligée d'attendre que ça sèche pour faire les couches d'en dessous, quoi, parce que sinon, elle fait du... ça se dilue. Mélange, ouais, bien sûr. Ça me fait penser à la remarque du journaliste, enfin de l'intervieweur tout à l'heure. Oh, il y a de l'or. Ah, c'est cher alors. Hein. Oh là là, ça fait peine quand même. Oui. Non, non, mon travail a plus de valeur que l'or, je vous assure. Voilà, là aussi, donc c'est 5 plaques de verre assemblées biseautées. Mon Dieu. Mon Dieu, oui, comme tu dis. Mais c'est fascinant parce que c'est ce que je te disais, Véronique, on peut très bien ne pas aimer ce genre d'art. Enfin, ce qu'on voit, c'est pas. Oui, mais on apprécie la qualité pour le travail que ça représente, quoi. Oui, on peut reconnaître. Et même le travail techniquement, mais le travail intellectuel, de commencer par la fin et de travailler en superposition de couleurs. Et une fois que tu as recouvert ta couleur du dessus, c'est fini. Tu ne peux plus revenir dessus. Donc, et tous ces petits détails-là, toutes ces arabesques, je ne sais pas comment on appelle ça. Ouais, ça donne un peu le tournis quand même. Non, et puis, il faut arriver à raisonner à l'envers. Hein. Il faut raisonner. C'est pas évident. Hein. Ah, c'est pire que la mosaïque à l'envers. Hein. Ah oui, ouais, à chaque fois que vous me ferez des remarques là-dessus, je dirais il y a pas autre chose. En fait, ne vous plaignez plus. C'est un peu ça, c'est un peu une méthode indirecte, parce que, sauf qu'elle voit son travail avancer à travers la vitre. Mais elle doit être toute tordue, la pauvre. Elle est complètement déformée. Elle a la colonne vertébrale en S. Elle a une épaule plus haute que l'autre. Et elle a surtout une main qui lui fait toujours mal parce qu'elle a développé une arthrose parce que en fait ses positions sont pas du tout naturelles, anatomiques. Et elle se déforme, mais voilà, elle vit avec ça, quoi. Mais il n'y a pas des moyens quand même par exemple, de travailler dans un miroir. Ou avec des caméras qui projettent sur un écran. Maintenant, on a des très bonnes caméras, un peu comme font les chirurgiens, tu vois. Je pense qu'il y a quand même des moyens de soulager. Aujourd'hui, il y a des moyens techniques pour soulager un peu ces... Je ne sais pas si elle a évolué depuis. Hein, je l'ai pas... Il faudra que je l'appelle d'ailleurs pour lui dire que j'ai un peu montré son travail, mais elle semblait dire que elle a fait des recherches, hein, et elle aimerait bien certainement trouver quelque chose de plus reposant pour son corps, quoi. Alors ça, c'est un de ses préférés, parce que justement, ça parle de l'enfer. Et que c'est pour elle un peu
des thèmes. En fait, elle a eu une vie d'enfer, cette femme, pour tout dire. C'est équivoque elle comme a connu, expression. Elle a connu des épisodes de vie qu'on ne voudrait pas pour son pire ennemi, franchement. Je ne savais pas du tout quand je l'avais rencontrée au Maroc, parce qu'elle était on était dans la fête, elle était Miss France, elle découvrait, elle avait des cadeaux de partout, donc elle était c'était très superficiel. Par contre, on avait eu vraiment tous les deux des belles conversations. C'est pour ça qu'après, j'ai voulu la retrouver, parce que je me suis dit, c'est dommage que j'ai perdu de vue quelqu'un comme ça. Et quand elle est venue me voir, qu'elle m'a présenté son travail, elle m'a parlé de sa vie, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est l'horreur. C'est l'horreur. Elle s'est retrouvée à 13 ans dans la rue, chassée par sa mère qui ne pouvait plus la supporter, elle l'a foutue dehors. Donc elle avait vécu dans la rue à Paris, sous les ponts. Elle dit qu'elle a pu avancer parce qu'elle a toujours refusé et l'alcool et la drogue, que sinon elle serait peut-être déjà morte. C'est sûr. Et après, elle est allée au culot partout où ce qu'elle a fait, elle l'a fait au culot. C'est une drôle de vie. Elle a la niaque, quoi. Oui, c'est une battante, oui. Alors, bon, peut-être vous en avez assez vu, là, c'est... Hop là. Non, je ne sais pas, comme vous voulez. Il y a sur la page d'accueil, voilà, ça c'est des choses que M. Dassault a achetées. Vidéos et livres. Voilà. Donc, elle a sorti un bouquin qui est en bas, là. Artiste peintre, voilà. En savoir plus, il y a marqué là. On arrive sur Amazon. Ah merde. C'est en devenir. Non, là, artiste, voilà, il y a marqué en savoir plus. Voilà, lorsque j'ai commencé mes activités artistiques, je me suis souvent demandé s'il existait un mode d'emploi, un guide écrit, si possible par un artiste établi, livrant ses expériences et son parcours pour servir de schéma, de plan, afin de construire et démarrer sa carrière. Hélas, à part lire la vie des peintres ou les textes des lois régissant nos activités, rien ne répondait à mes attentes. Artiste confirmé maintenant, je propose aux artistes plasticiens, graphistes, dessinateurs, graveurs, sculpteurs, photographes et même musiciens ce mode d'emploi afin qu'ils se fassent connaître, se réalisent dans leur métier, rencontrent le public, évitent de perdre leur temps et puissent arriver à vivre décemment de leur métier passion. Oh, dis donc. Voilà, tout au long de ces 40 chapitres, vous apprendrez à donner une valeur à vos tableaux, à organiser vos expositions personnelles, vos vernissages et discours, à exposer dans les galeries municipales, musées, banques et hôtels, à envoyer vos œuvres à l'étranger et à les assurer, à connaître les salons d'art où il faut absolument présenter son travail, à protéger vos œuvres et savoir quels sont vos droits, à obtenir un atelier d'artiste ainsi que des aides à la création artistique, à vendre vos tableaux aux enchères et bien d'autres astuces. Donc, ça rend curieux. Ouais. Chaque fois que je regarde ça, je me dis, il faut que je me le commande. Mais comme j'ai aucun espoir d'un jour devenir un grand artiste, je me dis, à part lui donner un petit peu de sous en achetant un livre, Il y a l'espoir, mais il y a l'envie aussi, parce que c'est une démarche aussi particulière d'aller dans cette direction-là. Oui, oui. Tout à fait. Bah dis donc, elle est fascinante cette dame. Oui, c'est l'histoire de la PSV. PSV, c'est le nom de sa technique? La peinture sous verre. Peinture sous verre. Peinture sous verre. Oh là là. Je suis lente. Voilà, tiens, regarde, au XXe siècle,
Au XXe siècle, Camille Bombois, Marcel Duchamp, Francis Picabia, Paul Klee, Auguste Mack, Man Ray, Vassili Kandinsky ont fait de la peinture sous verre. Ah ouais. Au 19e, Gauguin, Lamartinière, Petrus Néfort, je ne connais pas. Non plus. Eh ben, c'est une drôle de découverte. Oui, c'est atypique, quoi, en fait. Ouais, clairement. Plutôt, hein. Oui, plutôt, oui. Bon, là, les artistes, ils sont toujours, voilà, ils ont toujours des techniques atypiques. C'est ce qui les, je pense, qui les caractérise, c'est de sortir du cadre. C'est le cas de le dire. Bien que leur œuvre soit encadrée, eux sortent du cadre. Mais c'est vrai que ça, moi, je ne connaissais pas du tout. Et ça a été une vraie découverte. Plus de redécouvrir. Oui. En même temps, l'iconographie nous paraît assez familière. Même sur l'iconographie orientale où je connaissais un petit peu les traditions de peinture du Pakistan, de régions un peu comme ça. Et donc, et même Moyen-Âge occidental, il y a quelque chose de familier. Et en même temps, c'est pas courant non plus au jour d'aujourd'hui de pouvoir contempler ce type d'œuvre. Donc, ça crée un contraste assez étonnant en termes de chronologie, quoi. De familiarité, tout en étant un peu estomaqué de voir ça aujourd'hui. Enfin, c'est atypique. Bah ouais. Ouais, intéressant. Merci. De moi-même, je ne serais jamais allée vers ça. Moi non plus. Moi non plus, mais c'est pour ça que moi, il y a une double dimension. Il y a la dimension de la découverte de cet art-là, mais que ce soit cette personne que j'avais rencontrée, perdue de vue complètement, que j'ai retrouvée, et qui m'a présenté ça et qui m'a en plus redonné son parcours de vie. Il y a vraiment des liens assez forts avec elle, même si on se téléphone jamais, mais on sait qu'on est là. Et donc, c'est une double dimension pour moi. Et tu en as encore beaucoup dans ta besace ou sous le coude, comme ça, des artistes avec qui tu as eu des côtés personnelles, sociales et côtés. Parce que là, on en est au deuxième. T'es arrivé la semaine dernière. Oui, j'en ai encore un. Mais que je connais pas personnellement, mais je connais bien sa fille, qui est Jean. Merde. Bon, de toute façon, ça n'est pas pour le regarder tout de suite, ça sera pour la prochaine fois. Donc, ça va me revenir. C'est un artiste qui fait de l'art abstrait. Là, par contre, sur des grandes surfaces, et c'est très. C'est des jets de couleurs, c'est ou chaud ou froid. Jean Soulet Non, pas Soulet. Ça me reviendra. D'accord. Je t'enverrai quelque chose. Et puis ici, j'ai quelqu'un d'intéressant que je vais aller voir bientôt, qui fait, lui, par contre, qui travaille le métal et qui fait des œuvres, des sculptures en soudant. Et certaines de ces œuvres font vraiment penser à de la mosaïque parce qu'ils soudent des tas de petites pièces métalliques les unes avec les autres. Et en soudant. En soudant. Non, mais moi j'entends Véronique, elle est fatiguée ce soir. Non, ça c'est pas une question. Ça c'est une question. C'est moi. C'est sûr. Si c'est équivoque, j'irai toujours dans le sens qu'il faut. Voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, là c'est le travail du métal en sculpture et aussi il fait beaucoup de travail dans l'architecture aussi.
C'est intéressant ce qu'il fait. Mais je pense qu'il n'a pas de site, lui, parce qu'en fait, il travaille, enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Hein. Il travaille quand il a faim. Ah oui. Quand ses enfants ont faim. Moi, j'ai faim tous les jours. Moi, je me réveille, j'ai faim déjà. Pardon? Moi, je me réveille, j'ai faim déjà. Hein, donc, voilà. Donc, tu te mets tout de suite au boulot. Pas loin, ouais. Ok, mais du coup, tu feras des photos quand tu iras le voir alors? Pour nous montrer? Oui. Ou je vais l'appeler, je vais lui demander s'il peut m'envoyer lui une série de photos. Tu peux même l'inviter à nous présenter son travail, pourquoi pas? Ah bah oui, il sera content. C'est un grand bavard. Hein. Ouais. Moi, je suis bavard, mais alors lui, vous en placerez pas une. Hein. Je vous préviens. Bah, tu lui dis qu'il a 1 heure, quoi. C'est ça. Et en plus, il est capable de partir dans des transgressions par rapport au discours central. Vous allez le retrouver. Vous vous direz comment on en est arrivé là. Moi, je vais bien vous montrer une artiste peintre. Ouais. En fait, c'est une fille qui faisait de la mosaïque à Paris, aux ateliers de Paris, mais en fait, c'est une artiste peintre qui est connue, qui fait des expos à New York. Donc, elle est cotée aussi, alors. Elle est cotée aussi, oui. Mais c'est la jet set, hein, on va pas dire, mais bon. Mais quand tu regardes ses peintures, ça ressemble beaucoup à de la mosaïque. Enfin, avec ouais, ça moi, ça me fait penser beaucoup à la mosaïque, ce qu'elle fait. J'ai jamais vu une mosaïque d'elle, hein, alors que, en fait, elle allait au cours le mercredi, moi j'allais le matin et moi j'y allais le soir. Mais une fois, j'ai voulu rattraper le cours. Parce que j'étais en déplacement et je suis allée le matin, on a fait connaissance et le courant est vite passé. Puis du coup, on a mangé ensemble une fois, puis elle m'a invitée à son atelier et puis j'ai craqué pour un de ses tableaux. Je partais en retraite, j'avais une prime de retraite, donc j'ai craqué, j'ai acheté un tableau à elle. Et on a gardé des relations assez lointaines, mais on se dit bonjour de temps en temps, on se souhaite la bonne année. Et puis je vois toutes les expos qu'elle fait, quoi. Donc j'ai 2 bouquins d'elle et moi, j'aimerais bien vous présenter. Oui, chouette, super. Ça fait plaisir. Bah ouais, carrément. Parfait. Ouais. Bon, elle s'appelle Naski Anna. Bon, Nico, raconte, t'es pas trop fatiguée? Tu dois être crevée? Ouais, parce qu'en général, ça... Complet, là, je suis affalée sur mon canapé. Parce qu'elle a fait ça la nuit. Elle a dû faire ça en pleine nuit en plus, non? Genre à 2h du matin, 3h du matin? À 1h15, mais je me suis couchée à 3h parce que la petite, elle tétait pas et elle trouvait pas les mamelles, elle essayait de téter devant. Et un poulain, il a 2 heures pour téter. S'il tarde trop, en fait, après, il y a des problèmes de septicémie. Donc voilà. Et puis l'autre, je l'ai surveillée quand même. Hein, et puis elle a toujours pas mis bas. Et là, je m'y colle cette nuit. Je pense que elle va me le faire cette nuit. Oh là là. La 3e nuit blanche, parce que l'autre, je la surveille depuis 2 jours quand même. Ah ouais. Et t'en as combien comme ça en attente? Là, j'en ai que 3 à naître cette année. Et donc, l'autre, elle est pour fin mai, donc j'aurai le temps de récupérer. Ouais, et elle est un peu décalée parce qu'elle a sauté une chaleur, en fait. Pour un truc bête. C'était jour férié quand j'ai commandé les paillettes. En fait, c'était jour férié en Allemagne. Quand tu as commandé quoi? Les paillettes. Ça veut dire quoi, ça? Moi, ça me... C'est pour inséminer. Oui, pour inséminer. Pour inséminer. On appelle ça des paillettes, en fait. Je fais de l'insémination artificielle. Ouais, d'accord. Pour pas transporter les juments à perpète. D'accord, d'accord. Oui, parce que j'essayais de faire le rapprochement avec les talons. Le jour férié. Oui, les talons. Les strass. Même eux, ils se mettent en grève, quoi. Faut suivre, hein, faut suivre. Elles sont cotées, les paillettes.
Les talons chez jaunes, tu sais. De quoi? Mais une robe de soirée avec des paillettes. Ok, les paillettes. Alors, la pouliche va bien, la mère va bien. Ah bah super. Ouais, super. En fait, il faut attendre quand le petit sort. J'attends que tout le monde récupère un peu. Il faut vacciner, enfin faire un sérum antitétanique et un sérum trivalent pour éviter les infections au poulain. Après, tu attends patiemment que la mère fasse le placenta. Une fois que le placenta tombe, en fait, il faut sortir le placenta et l'étaler et vérifier qu'il ne manque rien. Parce qu'autrement, si elle a des bouts qui restent dans l'utérus, en fait, ça fait des infections. Et après, tu attends que le putain il veuille bien téter. Déjà qu'il se lève et puis après qu'il tète. C'est chaud quand même. Tu m'étonnes. Oh là là là. Voilà. Mais c'est tellement beau que voilà. Mais tu as le vétérinaire avec toi? Non. Tu fais tout toi? C'est tout toi? Oui, c'est tout moi. Ah ouais, non, puis t'as vu son gabarit, quoi. Moi, ça m'épate. Ouais, moi aussi. Hein. C'est un truc de dingue. Mais alors, s'il y a des bouts de placenta qui restent, tu vas les chercher dedans alors? Non, là, dans ces cas-là, tu es obligé d'appeler le veto parce que c'est invasif et il faut faire vachement gaffe à ce que tu fais dedans, quoi. Ah ouais. Après, des fois, ça m'est arrivé d'en avoir où le poulain, il arrive avec un antérieur et puis l'autre antérieur est plié et ça fait qu'il ne sort pas parce que normalement, tu as le bout des pattes, enfin, les petits sabots et puis le bout du nez. Et quand c'est replié, ben dans ces cas-là, tu repousses tout. Oh la vache. Oh la vache. Tu déplies l'antérieur pour le mettre au même niveau que l'autre. Et après. Ah oui, non. Je suis admirative, Nico. Ouais, moi aussi. Hein. Tu es mon héroïne pour toujours, ça c'est clair. Et Nico, la jument, elle se laisse faire? Oui, parce qu'elles savent très bien ce que tu fais, elles savent que tu les aides. Ouais, d'accord. J'en ai une qui est un peu timide et qui s'arrange toujours pour attendre. Elle est impressionnante. Elle se couche, elle pète un coup, le poulain est dehors et elle se relève. Ah, c'est bon ça. Là, c'est dingue. Et tu peux demander à Francis, un jour, on était en train de regarder un film. Tous les quarts d'heure, je me levais pour voir si, parce qu'il y en a, elle se couche et puis elle se relève et puis tu vois qu'il y a du mouvement, tandis qu'elle, à un moment donné, j'ai fait, bon, je la vois pas, j'y vais. Le temps de mettre des chaussures, j'ai 15 mètres à faire pour aller à Stabu qui est en face de la maison, et ben, elle se relevait, elle l'avait déjà fait, quoi. Ah ouais, incroyable. Celle qui a mis bas hier, en fait, elle est vachement délicate parce que je ne sais pas pourquoi, cette jument, en fait, elle pousse, puis quand elle sent que les épaules sont passées et que ça va sortir tout seul, eh ben, ça arrête. Et puis, elle récupère. Le problème, c'est que le poulain, il est dans la poche, et si la poche n'est pas ouverte, eh ben, tu as un poulain mort. Alors, et j'ai eu vachement de chance parce que elle était au pré avec celle qui doit mettre bas au mois de juin et puis les petites de l'année dernière et les petites de l'année d'avant. Et en fait, j'ai vu de loin qu'il y avait un point blanc sur un mamelle. Et en fait, c'était les gouttes de cire qui arrivaient, mais sur une seule mamelle. J'ai dit, oula, moi je ne joue pas. À 5 h du soir, je l'ai récupérée, je l'ai rentrée. Et en fait, elle devait sentir qu'elle allait mettre bas parce qu'elle était toute seule et les autres étaient là où j'ai agrandi, où elles avaient de l'herbe haute, quoi. Et du coup, je l'ai prise, je l'ai ramenée à la maison. À 8 h du soir, j'ai pris le pH des deux. Et en fait, il y en avait une qui avait un pH à 6,5 et elle avait le pH à 6. Elle était plus avancée que Kabila, en fait. Et du coup, elle a mis bas à 1 h et l'autre, elle n'a toujours pas mis bas. Voilà. Eh ben. Et c'est le pH de quoi que tu mesures? De l'urine? Le pH du lait. Du lait. En fait, le lait, quand une jument, au fur et à mesure où elle s'avance, en fait, elle commence à mettre de la mamelle et puis 15 jours ou 3 semaines avant, quand tu tires, tu n'as qu'un liquide transparent, mais
liquide fluide, quoi. Ouais. Et puis, petit, tu as le lait qui devient jaune clair, mais transparent aussi. Un jaune un peu citron et transparent. Et petit à petit, ce liquide, il devient de plus en plus épais et collant. Et là, Kabila, par exemple, là, elle fait le liquide, il est blanc, c'est du lait. Donc, elle va mettre bas, quoi. Et en fait, quand tu passes à ce stade-là, tu testes le pH. Alors, j'utilise des bandelettes d'aquariophilie, simplement. Et quand j'arrive dans les magasins d'aquariophilie que je cherche, ils me disent c'est pour quel type de poisson? Les gros. Gros poissons. Un hippocampe. En fait, tu testes le pH et le pH. Hippocampe de terre. Généralement, il passe de 8, enfin, il dégringole doucement jusqu'à 7. Et puis après, généralement, tu as une chute un peu rapide jusqu'à 6, quoi. Et là, tu sais à 6 que c'est pas la peine d'espérer dormir. D'accord. Ouais, quelle aventure. Bon, bah, tu nous diras demain soir. Si demain soir, tu es avec nous, parce que du coup, peut-être que tu seras occupée à autre chose. Ouais, mais non, j'espère que ce soir, elle va le faire, hein, cette nuit. Bon, le problème, c'est qu'elle, quand elle met pas, c'est 5 h du mat. Donc, tu es quand même obligé d'être là avant, quoi. Mais puis là, j'ai ma chambre à coucher qui est défoncée. Cette nuit, j'ai dormi sur une botte de foin. Une balle carrée, mais que j'avais entamée. Et là, les tampons de foin, comme j'ai nourri les juments, ça ne se tient plus assez, donc c'est tombé. Et du coup, je ne peux pas me coucher dessus. C'est trop petit maintenant. Je ne sais pas où je vais dormir. Enfin, je ne dors pas, quoi. Tu somnoles, quoi. Voilà. Ok. On va bien penser à toi. Je suis impressionnée. Ouais, non, mais c'est un truc de fou. C'est bon. Ok, merci. C'est un métier comme un autre. Hein. Oui. Comme un autre. Pas vraiment. On a Pas affaire à du vivant, là, quand même. Comment? On a affaire à du vivant, quand même. Ouais. Oui, mais enfin bon, il y a des gens qui galèrent aussi, quoi, dans leur... Mais c'est vrai que c'est passionnel, quoi. Oui, c'est ça. L'année dernière, j'ai perdu un poulain. En fait, je m'en suis pas encore remise parce que je vois la crise de panique que j'ai pu passer hier. Je sais pas si Marlou t'a réalisé, tu l'as lu. Oui. J'étais en panique. Hein. J'ai été obligée d'appeler le veto. La veto, elle m'a dit, mais vous savez faire et tout. Je veux bien venir. Alors, c'est fou parce que elle savait, quoi, que c'était juste la relation avec ce qui s'est passé avec elle. Oui, c'était normal quand même que ça traumatise. Je me dis, que ça se reproduise, quoi. J'étais incapable, quoi. Je sais pas pourquoi. Hein. C'était la panique, quoi. Mais non, t'assures, Manico, t'assures. Bon, tu nous raconteras une belle histoire demain soir, j'en suis sûre. D'accord. Ouais. Merci Nico et merci Pascal, du coup. Oui, merci à tous les deux. De rien, plaisir. Et du coup, Eliane, demain, c'est OK pour toi alors si tu nous la présentes demain? Ah, demain? Oui, demain. Pourquoi pas l'année prochaine? Bon, je vais essayer. Qu'est-ce que t'as de mieux à faire, de toute façon? Non, je rigole. Ça chambre. Bon, bon appétit tout le monde. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée tout le monde. Bon travail à l'une d'entre nous. Bon courage. Bon courage, Manico. Gros bisous. Salut tout le monde. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.